Certains jeunes commettent des crimes si graves, si ignobles, si malsains que le tribunal n'a d'autre choix que de recommander la mort. C'est le cas de Dexter Johnson, qui a agressé sexuellement ses victimes avant de les tuer, ou de Michael Bargo, qui a tué un jeune de 15 ans, brûlé son corps, mis ses restes dans des seaux de peinture et les a jetés dans une carrière voisine. Le pire, c'est que ces adolescents criminels ne montrent parfois aucun remords. Dans cette vidéo, nous allons voir les réactions les plus choquantes à des phrases prononcées par des enfants. Premièrement, Dexter Johnson. Laissez-moi vous parler de cette affaire tordue qui s'est déroulée en 2006. Il s'agit d'un homme nommé Dexter Johnson, qui n'avait que 19 ans à l'époque, et de la série de crimes brutaux qui l'a conduit dans le couloir de la mort. Tout s'est passé le matin du 18 juin, lorsque Dexter et 4 de ses amis ont décidé de partir à la recherche de quelqu'un à cambrioler. Ils se promenaient, armés d'un fusil de chasse et d'un pistolet, à la recherche de victimes comme si de rien n'était. C'est alors qu'ils sont tombés sur Maria Aparece et son petit ami, Uy Ngo, assis dans leur voiture devant la maison de Uy. Le groupe les a braqués avec une arme, les forçant à monter dans la voiture de Maria. Ce qui s'est passé ensuite est tout simplement déchirant. Ils ont conduit le jeune couple dans un endroit isolé et, dans une tournure horrifiante, Dexter a agressé Maria sur le siège arrière de la voiture alors que Uy était impuissant. Mais cela ne s'arrête pas là. Une fois qu'ils ont eu fini de tourmenter leurs victimes, Dexter et un autre complice les ont exécutés, tous deux d'une balle dans le côté de la tête. Pouvez-vous imaginer la terreur que ces deux-là ont dû ressentir dans leurs derniers instants? Et pour quelle raison? Ces types leur ont volé 25 $ et une carte de crédit. 25 $. Lorsque l'affaire a été jugée, les détails étaient si horribles que le jury n'a pas tardé à condamner Dexter pour meurtre. Le juge a prononcé le châtiment suprême, la mort. Lorsque Dexter entendit cette phrase, le poids de tout cela le frappa comme une tonne de briques. Il s'est littéralement effondré sur son siège. Mais c'est là que les choses se compliquent. L'équipe juridique de Dexter a commencé à soutenir qu'il ne devrait pas être exécuté en raison de sa déficience intellectuelle. Ils ont affirmé que son QI était inférieur au seuil fixé et qu'il avait du mal à suivre des instructions ou à gérer de l'argent. Ses avocats ont apporté de nouveaux éléments de preuve, affirmant que les normes médicales permettant de déterminer la déficience intellectuelle avaient changé depuis son procès. C'est ainsi qu'un tribunal fédéral est intervenu à la 11e heure, juste un jour avant l'exécution prévue, et l'a interrompu. Le tribunal a renvoyé l'affaire aux juridictions inférieures pour qu'elles réévaluent les demandes. Alors que certains experts, qui avaient initialement témoigné contre la demande d'invalidité de Dexter, avaient changé de position, l'accusation n'a pas reculé. Elle a fait valoir que Dexter était pleinement conscient de ses actes et qu'il méritait la peine de mort. Aujourd'hui, l'affaire est en suspens. Les tribunaux réexaminent l'affaire et les familles des victimes attendent que justice soit faite. Mais au moins, quelle que soit l'issue, elles peuvent se consoler en se disant qu'il sera en prison pour le reste de sa vie. Cependant, contrairement à Dexter, l'accusé dans cette autre affaire a été condamné à mort à 2 reprises, même après avoir fait appel. Michael Bargo. En 2011, Bargo n'avait que 18 ans lorsqu'il est devenu le meneur de l'un des meurtres les plus horribles dont vous entendrez parler. Tout a commencé lorsque lui et un groupe d'amis, Amber Wright, Kyle Hooper, Charlie Ely et Justin Soto, ont attiré Seth Jackson, 15 ans, dans une maison à Summerfield, en Floride. Seth pensait probablement rencontrer des gens qu'il connaissait, mais ce qui l'attendait était une pure horreur. Une fois arrivé, le groupe l'a attaqué, le battant sans pitié. Puis, dans un acte difficile à comprendre, Bargo l'a abattu. Mais ils ne se sont pas arrêtés là. Les procureurs ont déclaré qu'ils avaient torturé Seth avant de le tuer. Ils ont ensuite brûlé son corps, mis ses restes dans des seaux de peinture et les ont jetés dans une carrière voisine. C'était l'idée de Bargo, tout le plan, l'attaque, la dissimulation. Il était le chef de file de tout cela, ce qui explique pourquoi les procureurs se sont montrés si sévères à son égard. En 2013, un jury l'a reconnu coupable de meurtre au premier degré et l'a condamné à la peine de mort. Mais c'est là que les choses se gâtent. À l'époque, en Floride, il n'était pas nécessaire que le jury soit unanime pour recommander la peine de mort. Dans le cas de Bargo, le vote a été de 10 contre 2, et même si la majorité voulait qu'il soit exécuté, l'absence de décision unanime a entraîné des années d'appel. En 2017, la Cour suprême de Floride a statué que Bargo méritait une nouvelle audience de détermination de la peine en raison de l'absence d'unanimité du jury. En 2021, Bargo se retrouve à nouveau devant le tribunal. Cette fois, le jury n'a pas hésité à recommander à l'unanimité la peine de mort. Au moment où le jury lit la sentence, Bargo tient son « il a entendu » qu'il allait être condamné à mort. C'était comme s'il prenait tout en compte, comme s'il savait que cela allait arriver. Mais avant sa condamnation, Bargo a fait un ultime effort pour plaider son innocence.
Il a déclaré à la cour qu'il avait des preuves de son innocence, mais la cour les a rejetées. Il a qualifié l'ensemble du procès de cirque et a même déclaré à la juge que s'il était exécuté, elle aurait son sang sur les mains. Malgré ces affirmations, le juge n'a pas cédé. Cette affaire a également soulevé de nombreuses questions sur la législation de la Floride en matière de peine de mort. Saviez-vous que la Floride avait les exigences les moins strictes pour condamner quelqu'un à la peine de mort? À un moment donné, un vote à la majorité simple de 7 contre 5 pouvait recommander l'exécution, et les juges pouvaient même passer outre les décisions du jury pour épargner quelqu'un. Le cas de Bargo, ainsi que d'autres, a contraint les législateurs à réexaminer ces règles. Aujourd'hui, à 29 ans, Michael Bargo se trouve dans le couloir de la mort. Son père, qui a assisté à presque toutes les comparutions devant le tribunal, a refusé de faire des commentaires après la condamnation. Quant à la famille de Seath, elle gardera à jamais la douleur d'avoir perdu son fils d'une manière aussi brutale. Ensuite, une affaire aux multiples rebondissements. Un criminel qui sourit en recevant son verdict, 3 procès, des peines multiples, mais toujours la même issue. Nicholas Lindsay. Petersburg, en Floride, un policier nommé David Crawford a été assassiné, et le responsable était Nicholas Lindsay, qui n'avait que 16 ans à l'époque. Cette affaire a connu tellement de rebondissements qu'il est difficile d'y croire. Tout a commencé le 21 février 2011, lorsque l'agent Crawford, vétéran de 25 ans de service, a répondu à un appel concernant un possible cambriolage de voiture. Une affaire de routine, n'est-ce pas? Eh bien, alors qu'il s'approche de Lindsay, qui traîne dans les parages avec un air suspect, les choses prennent une tournure mortelle. Lindsay avait une arme qu'il avait achetée pour 140 $. Vous vous rendez compte? Et sorti de nulle part, il a tiré 5 fois sur Crawford. Crawford n'avait même pas sorti son arme. Il tenait un bloc-notes lorsque cela s'est produit. Il est mort sur le coup. C'était déchirant. Bien entendu, la police s'est emparée de l'affaire. La communauté a donné des tuyaux et Lindsay n'a pas tardé à être arrêté. Au début, il a essayé de trouver des excuses, disant différentes choses sur ce qui s'était passé. Mais il a fini par avouer. Ce qui est vraiment choquant, c'est que sa mère, Deneen Sweat, lui a dit d'aller voir la police après avoir entendu la description du suspect. Pouvez-vous imaginer à quel point cela a dû être difficile pour elle? Lindsay a été accusé de meurtre au premier degré et, à 16 ans seulement, il a été jugé comme un adulte. En 2012, il a été reconnu coupable et condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. À l'époque, la Floride ne plaisantait pas avec les peines, même pour les mineurs. Mais c'est là que les choses se compliquent. En 2012, la Cour suprême des États-Unis a déclaré inconstitutionnelles les peines de prison à vie obligatoires pour les mineurs. Cela signifie que le cas de Lindsay doit être réexaminé. En 2013, il a donc été condamné à nouveau, et, une fois encore, le juge lui a infligé une peine d'emprisonnement à perpétuité. À ce moment-là, il a souri pendant qu'il était condamné. Mais la Floride a adopté une nouvelle loi, en 2014, qui prévoit une peine minimale de 40 ans pour les cas de meurtre au premier degré commis par des mineurs. L'équipe de défense de Lindsay a insisté sur ce point, arguant qu'il avait essayé de changer de vie. Ils ont évoqué le fait qu'il avait obtenu son diplôme d'études secondaires en prison et qu'il avait suivi des cours. Mais l'accusation ne l'a pas cru. Ils ont souligné que Lindsay avait accumulé 10 rapports disciplinaires en prison pour s'être battu, avoir agressé un autre détenu et même avoir fait passer de la marijuana et un téléphone portable en contrebande. Le juge n'a vu aucun signe de changement. En 2016, Lindsay a donc de nouveau été condamné à la perpétuité, un réexamen de son cas étant prévu au bout de 25 ans. Ce qui est ressorti de ces auditions, c'est l'attitude de Lindsay. Il ne semblait pas se soucier de ce qui se passait. Il a même souri au tribunal pendant que le juge lisait sa sentence. Ce sourire n'est pas passé inaperçu. La fille de l'agent Crawford, Amanda, l'a qualifié d'animal pour cela et a déclaré que son absence de remords prouvait que justice avait été rendue. Aujourd'hui, Lindsay purge une peine de prison à perpétuité. C'est déchirant. Mais pour la famille Crawford, tout se résume à une chose: la justice pour l'homme qu'elle a perdu. Cette quête de justice est le fil conducteur de cette vidéo. Il en va de même pour la famille de Tessa Magers qui, après tout ce qu'elle a enduré, a trouvé un certain bonheur à ce que justice soit enfin rendue. Luciano Lewis. Laissez-moi vous parler de cette affaire déchirante. C'est par une froide soirée du 11 décembre 2019 que Tessa Major, tout juste âgée de 18 ans, a été attaquée et tuée à Morningside Park, dans la ville de New York. Tessa n'était pas une étudiante de première année comme les autres. Elle étudiait au Barnard College, l'une des meilleures écoles féminines de Manhattan. Elle se passionne pour le journalisme, joue de la basse dans son groupe et déborde d'énergie. Elle avait toute la vie devant elle. Ce soir-là, Tessa se trouvait dans le parc, probablement pour profiter d'un moment à elle, lorsque 3 adolescents se sont approchés d'elle. Rashawn Weaver, 16 ans, Zier Davis, 13 ans, et Luciano Lewis, 14 ans. Ces jeunes n'avaient rien à faire dans le parc à cette heure-là.
Mais il n'avait qu'une idée en tête, le vol. Rashon Weaver a pris les devants. Il a donné un coup de pied dans le dos de Tessa, la déséquilibrant, et s'est mis à lui crier dessus pour lui demander de l'argent. « Faites vos poches !» Lorsqu'elle a résisté, les choses ont rapidement dégénéré. Weaver a sorti un couteau et l'a poignardé à plusieurs reprises dans la poitrine. Elle s'est défendue de toutes ses forces, mais cela n'a pas suffi. Pendant ce temps, Lewis la tenait par la tête et Davis se tenait à proximité, regardant tout cela se dérouler. Ce qui est encore plus effrayant, c'est que Weaver se serait vanté d'avoir été mordu pendant l'attaque. Ils l'ont laissé là, blessé et seul. Les caméras de sécurité ont filmé les derniers instants de Tessa. Elle a réussi à monter les escaliers en titubant, saignant et cherchant désespérément de l'aide, avant de s'effondrer près d'un poste de garde. Elle n'a pas survécu. L'enquête a progressé rapidement et, quelques semaines plus tard, les 3 adolescents étaient en garde à vue. Davis, le plus jeune, a avoué le premier. Il a plaidé coupable de vol au premier degré et a été condamné à 18 mois de détention dans un centre pour mineurs. Lewis, qui a joué un rôle plus actif, a plaidé coupable de meurtre au second degré et de vol au premier degré. Il a été condamné à une peine de 9 ans à perpétuité. Puis il y a eu Weaver, le meneur. Il s'avère qu'il n'était pas novice en matière de violence. Il avait déjà commis un autre vol avant le meurtre de Tessa. Il a plaidé coupable de meurtre au second degré, de vol au premier degré et de vol au second degré. Sa peine, 14 ans à perpétuité. Lors de leur comparution devant le tribunal, il était difficile de savoir ce qu'ils ressentaient. Des masques cachaient la plupart de leur visage, mais on pouvait voir des signes de regret, en particulier dans les yeux de Lewis. Pourtant, le regret n'efface pas ce qui s'est passé. La famille de Tessa se retrouve avec un vide qui ne pourra jamais être comblé. Ensuite, un jeune de 15 ans qui s'est réveillé au hasard et a choisi de tuer toute sa famille, il a montré des remords. Mais à quelle fin? Nehemiah Greggio. Nehemiah a grandi dans une petite ville du Nouveau-Mexique, n'est-ce pas? Sa vie a été difficile dès le début. Ses parents, John et Sarah, se disputaient comme des fous. Ce n'était pas seulement le genre de dispute où les gens crient et passent à autre chose. C'était toxique, comme des matchs de cris qui remplissaient la maison de tension. Pour un enfant comme Nehemiah, c'était comme s'il était pris au piège dans un chaos sans issue. Les gens autour de lui ont commencé à remarquer que quelque chose n'allait pas. Il n'était pas comme les autres enfants. Il se mettait en colère, vraiment en colère, sans crier gare. À l'âge de 10 ans, ce n'était plus seulement de la colère. Il a commencé à s'emporter physiquement, même contre ses camarades de classe et ses professeurs. Tout le monde voyait bien qu'il avait besoin d'aide, mais le système, il l'a totalement laissé tomber. Les services sociaux étaient au courant de sa situation, mais ils ne sont pas intervenus là où c'était le plus important. Puis vint ce jour de janvier 2013. Je ne sais même pas comment l'expliquer. Nehemiah a tué toute sa famille. D'abord, sa mère pendant qu'elle dormait, puis son père quand il est rentré à la maison. Et comme si ce n'était pas assez horrible, il a aussi tué ses jeunes frères et sœurs. 3 d'entre eux. Ce n'étaient que des enfants. Son plus jeune frère n'avait que 2 ans. Le lendemain matin, il a appelé un ami et lui a raconté ce qu'il avait fait, comme si ce n'était rien. Cet ami a immédiatement appelé les flics et lorsqu'ils se sont présentés à la maison de Nehemiah, ils ont trouvé une scène tout droit sortie d'un cauchemar. Même les policiers, qui ont probablement tout vu, sont complètement ébranlés. Ils l'ont arrêté et lorsque les charges ont été révélées, le pays tout entier s'est figé. 2 chefs d'accusation de meurtre au second degré et 3 chefs d'accusation de maltraitance d'enfants ayant entraîné la mort. Les gens n'arrivaient pas à comprendre comment quelqu'un d'aussi jeune pouvait faire quelque chose d'aussi impensable. Lorsque le procès a commencé, tout le monde en a entendu parler. La salle d'audience était pleine à craquer et les médias, ils étaient tous sur le coup. Les procureurs ne se sont pas retenus. Ils ont passé des vidéos de Nehemiah parlant aux inspecteurs et il était si détaché, aucune émotion, comme s'il expliquait ce qu'il avait mangé au petit déjeuner. Mais la défense a essayé de montrer un autre visage. Elle a fait appel à des experts en santé mentale pour expliquer comment son enfance difficile et ses traumatismes non traités l'avaient perturbé. Il voulait que les gens le considèrent comme un enfant qui avait besoin d'aide et non comme un monstre. En fin de compte, le jury l'a déclaré coupable et il a écopé d'une peine de prison à perpétuité. Il pourrait bénéficier d'une libération conditionnelle un jour, mais c'est toujours la perpétuité. Et vous savez ce qui est fou? Il n'a montré aucune émotion à l'énoncé du verdict. Pas de larmes, pas d'excuses, juste un regard vide. C'est déchirant à bien des égards. Oui, Nehemiah a commis un acte absolument impardonnable, mais son histoire vous fait également penser à toutes les fois où le système aurait pu intervenir et ne l'a pas fait. C'est l'une de ces affaires qui vous marque parce qu'il ne s'agit pas seulement du crime, mais de tout ce qui l'a précédé. Et enfin, Daunta Wright, un autre criminel sans cœur qui s'est moqué de la famille de sa victime. Le 24 juillet, un moment très émouvant s'est déroulé dans la salle d'audience du comté de Washtenaw, dans le Michigan.
le juge David S. Swartz supervisait la condamnation d'un jeune homme de 17 ans, Danta Wright, qui avait plaidé coupable de la mort par balle d'un lycéen d'Ann Arbor, Jordan Klee. Il avait plaidé coupable pour la mort par balle d'un lycéen d'Ann Arbor, Jordan Klee. Tout a commencé le 4 octobre 2016, lorsque Jordan a été retrouvé mort près de la coopérative du village de Pine Lake. Wright, ainsi que deux autres jeunes de 17 ans, Jermarius Ellison et Delrino Gracie, tentaient de voler de la drogue, des vêtements et des chaussures à Jordan, et, au cours de ce vol, Wright a tiré sur lui et l'a tué. La présence de la famille de Jordan dans la salle d'audience a été déchirante. Sa mère, Karen Klee, pleurait en disant à quel point son fils lui manquait. Elle a notamment dit qu'elle ne le verrait jamais aller au bal de fin d'année, qu'elle ne célébrerait jamais les fêtes avec lui et qu'elle l'entendait encore l'appeler dans ses cauchemars. Et le pire, Wright, l'homme qui a ôté la vie à son fils, était assis là, souriant et secouant la tête comme s'il s'en moquait complètement. Cela a mis le juge Swartz hors de lui. Pouvez-vous imaginer entendre une telle chose dans une salle d'audience? Il y a eu ensuite une pause, au cours de laquelle le procureur, John Vella, s'est entretenu avec la famille Klee pour savoir si elle souhaitait aller de l'avant avec l'accord de plaidoyer ou porter l'affaire devant les tribunaux. Finalement, ils ont décidé d'accepter le plaidoyer pour tourner la page. Wright a été condamné à une peine de 23 à 50 ans de prison pour vol à main armée, meurtre au second degré et association de malfaiteurs en vue de commettre un vol à main armée. Il a également écopé de 2 ans supplémentaires pour avoir été accusé d'avoir utilisé une arme à feu pour commettre un crime. Mais le fait est que, grâce à son plaidoyer, Wright a évité d'être inculpé de meurtre ouvert, d'association de malfaiteurs en vue de commettre un vol sans arme et de vol qualifié. Il a même évité d'être inculpé pour une fusillade liée à un gang en 2015 à Ypsilanti. Tout cela a été abandonné dans le cadre de l'accord. L'avocat de Wright, David Goldstein, a tenté d'expliquer le comportement de son client, affirmant que les rictus et les tremblements de tête de Wright étaient dus à la peur et qu'il ne savait pas comment montrer des remords. Mais pensez-vous vraiment que c'était de la peur, ou bien quelque chose de plus sombre, comme s'il ne se souciait pas du tout de la situation? Lorsque le juge a demandé à Wright s'il avait quelque chose à dire, il a à peine semblé désolé. Il s'est contenté de dire « L'affaire s'est encore compliquée lorsque les gens ont commencé à parler des liens possibles de Wright avec un gang d'Ypsilanti. Une lettre, apparemment écrite par Wright, contenait des références à un gang. Mais Wright a nié l'avoir écrite, bien sûr. Après la condamnation, la mère de Wright, Antoinette Carter, s'est levée et l'a défendu. Elle a déclaré que ses problèmes de santé mentale avaient été ignorés et que personne n'en avait parlé au tribunal. Elle était triste pour la famille Klee, mais elle semblait plus bouleversée par la perte de son fils aux mains du système pénitentiaire. C'est une situation tellement triste et tragique. Toutes les personnes impliquées ont été profondément affectées, mais il est difficile d'ignorer que certaines actions et paroles de Wright et de sa famille semblent manquer de remords. Qu'en pensez-vous? Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui. Consultez nos autres vidéos pour découvrir d'autres contenus passionnants. Au plaisir de vous y retrouver.